Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et vous écoutez le 6e épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la vidéo et plus particulièrement dans celui un peu austère des formats vidéo. Quel format vidéo choisir? Quelle définition? Quelle cadence? Quel codec? Quel flux? En fonction de vos possibilités et besoins, voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre spécialiste vidéo préféré, l'incontournable Aurélie Gonin. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Et ben c'est parti, 6e épisode de la 7e saison du podcast. Benjamin, toujours un plaisir de te retrouver le mardi matin et toujours un plaisir de retrouver Aurélie pour la deuxième fois dans cette saison. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Bah écoute, je suis ravi qu'on accueille Aurélie pour parler de tout ça. À titre perso, j'ai beaucoup appris grâce à ses livres. Chez Erol, notamment celui monté sur Premiere Pro, qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur le jargon propre à la vidéo. Donc, ça va être chouette de pouvoir l'écouter en parler. Ouais, moi, j'ai beaucoup de questions parce que je ne comprends pas grand-chose. Je te rassure, j'en ai encore. Tout ça. Et quand on a préparé l'émission, d'autres questions sont survenues, comme par enchantement. Salut Aurélie, comment est-ce que tu vas ? C'est cool de te retrouver avec nous aujourd'hui. Oui, je suis quand même très vexée parce que moi, on m'appelle pour les sujets austères, pour parler Longop et lutte. Ah là là, mais si tu savais, je veux dire, il y a très peu de personnes qui sont capables d'avoir ta pédagogie, ton calme et ta manière d'expliquer les choses. Mais tu auras noté, oui, qu'on accole l'adjectif austère au vocabulaire propre lié à la vidéo, mais on dirait certainement la même chose pour la photo. Voilà, il y a plein de gens qui ont des histoires inspirantes, qui sont dans le Yukon à traquer des loups et moi je suis promis, la prochaine fois qu'on parle de loups, on t'appelle. Avec grand plaisir. Bon Benjamin, petit mémo quand même, je sais pas si tu es au courant, mais ce matin, nous enregistrons notre 100e épisode. Depuis la création du podcast, nous avons fait 100 émissions. Bah écoute, surprise non feinte, non. Je n'ai pas suivi ce décompte-là, tu vois, mais je suis très heureux de l'apprendre. Je suis là pour te le rappeler. Ah bah non, mais c'est pas rien, dis donc. Donc tu vois, Aurélie, austère, mais enfin, la 100e, c'est pas vraiment austère. C'est pas n'importe qui qu'on reçoit pour notre 100e émission. Clairement. Et de se dire que la 100e, c'est sur la vidéo, c'est un tournant de votre émission ou un tournant général? Non, c'est un hasard, c'est un pur hasard. Peut-être un reflet de l'époque actuelle aussi, qui donne la part belle à la vidéo. Mais il faut pas pousser les ISO, ça s'applique autant à la photo qu'à la vidéo, tu sais bien. Et oui, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos, on ne le répétera jamais assez. Aurélie, d'ailleurs, excuse-moi, mais peut-être qu'il est temps de changer de nom parce qu'on peut pousser les ISO maintenant. Oh là là. Ouais, bon, commence pas à nous fâcher, d'accord ? On a compris qu'austère, c'était pas approprié. Okay. Mettons de la good vibes dans cette émission. Aurélie, je vais quand même te représenter à nos auditeurs. Alors, tu es journaliste spécialisée, conférencière, vidéaste, réalisatrice, photographe, productrice, opératrice, caméra, spécialiste des films de sport d'hiver que tu proposes via ta société de production Alpine Media House et tu es également ambassadrice Nikon Europe. Aurélie, comment fais-tu pour avoir toutes ces casquettes ? C'est incroyable. À chaque fois qu'on me propose de faire quelque chose de nouveau, je me dis ah ouais, je suis toujours excitée par des nouveaux projets, mais tout ce que je fais reste autour de l'image. Même quand je fais de la presse écrite, c'est généralement autour de l'image. Et je trouve que chaque expérience nourrit les autres et qu'on apprend comme ça. Si on fait du montage, je pense qu'on devient un peu meilleur en cadrage et vice-versa. Et ouais, toutes ces choses se complètent bien et ça fait que je m'ennuie jamais. Et puis Alpine Media House, donc c'est le nom de ta boîte de prod, mais peut-être parce que tu aimes bien ce qui se passe surtout en hauteur, a priori.
Oui, exactement. Moi, je vis en montagne et je travaille beaucoup avec des athlètes de sport de montagne. Et quand j'ai cherché le nom de ma boîte, Alpine Production était pris par des gens qui faisaient du mariage. Ah, ouais. Et puis je me suis dit que Media House, ça collait bien parce que je travaille dans différents types de médias. Donc voilà, Alpine Media House. Parfait. Bon, écoutez, Benjamin Aurélie, je vous propose qu'on commence cette émission et on attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica voit large avec 2 nouvelles optiques SL. L'homographie lance un plaidoyer pour sauver le format 120 mm et le Satis revient les 15 et 16 novembre prochains. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Leica vient d'annoncer 2 nouvelles optiques à destination de son système hybride SL en monture L. Il s'agit d'un zoom grand angle 14-24 mm à ouverture constante f2.8 et d'une focale fixe grand angle également un 21 mm f2. Le nouveau 14-24 mm est le second zoom de la sainte trinité des zooms polyvalents en ouverture constante f2.8 et rejoint donc le 24-70 mm f2.8 déjà au catalogue. L'objectif est composé de 18 lentilles réparties en 13 groupes avec 3 lentilles asphériques, une mise au point interne et une très belle lentille frontale bombée protégée par un pare-soleil fixe et qui implique donc une utilisation de filtre par l'arrière au niveau de la baïonnette. Il mesure environ 13 cm de long, 8,5 cm de diamètre et pèse autour des 850 grammes. Il est protégé contre la poussière et les projections d'eau. Le constructeur annonce une très belle compensation des distorsions et aberrations chromatiques, ainsi qu'un piqué très élevé du centre au bord des images, et ce, quelle que soit la focale ou l'ouverture utilisée. Le nouveau grand angle 21 mm pour sa part rejoint la famille Apo Summicron SL, le haut de gamme chez Leica en termes de performance optique conçu pour les professionnels de l'image, photo et vidéo. Il est composé de 14 lentilles réparties en 11 groupes avec 3 lentilles asphériques. On retrouve une motorisation autofocus dual synchro drive, un diamètre de lentille frontale de 67 mm et une distance minimale de mise au point de 21 cm. L'objectif mesure environ 10 cm de long et pèse moins de 800 grammes. Le nouveau Leica SL Super Vario Elmarit 14-24 mm f2.8 ASPH est proposé au prix de 2 550 € et le Leica SL Super Apo Summicron 21 mm f2 ASPH au prix de 5 410 €. L'homographie lance un plaidoyer pour les pellicules argentiques au format 120. La marque déclare le format 120 mm comme une espèce en voie de disparition et on ne va pas la contredire. Pour sauver le 120 mm, le constructeur a une stratégie assez simple et implacable. Réduire le prix des pellicules pour séduire de nouveaux adeptes, de nouveaux lomographes, comme ils les appellent. Le pack de 3 pellicules 120 couleurs en 100, 400 et 800 ISO perdent donc environ 10 € et passent respectivement de 35 € à 25 € pour le 100 ISO, de 35 € à 28 € pour le 400 ISO et de 40 € à 30 € pour le 800 ISO. Voilà donc une bonne nouvelle qui touche également une sélection de films spéciaux de la marque, toujours en format 120 mm. À titre de comparaison, on trouve sur le marché par exemple un pack de 5 pellicules Kodak Hectar 100 en format 120 au prix de 90 €, soit 18 € la pellicule. Et enfin, pour terminer, le Satis, salon français dédié à la production audiovisuelle et au broadcast, revient pour une nouvelle édition au Dock de Paris les 15 et 16 novembre prochains. Au programme de cet événement incontournable de la vidéo professionnelle sous toutes ses formes, un grand cycle de conférences, un impressionnant espace exposant pour découvrir, prendre en main et tester tous les produits qui touchent de près ou de loin à cet univers, et enfin la remise des trophées Satis et pour la première fois un espace rencontre pour mettre en relation recruteurs et talents. Nous nous sommes entretenus avec Stéphane Faudeux, le directeur du festival. Il nous parle des nouveautés de cette édition 2023. On l'écoute. Le Satis est en fait le seul événement francophone qui va regrouper l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'audiovisuel au sens large. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin de produire des contenus audiovisuels, donc de l'image animée ou du son,
ont un intérêt à la fois exposer et aussi à venir visiter le salon. Cette année, pourquoi on passe à une vitesse supérieure? Tout d'abord parce qu'on a eu beaucoup de demandes de nouveaux exposants et donc on a pris la décision de rajouter un troisième dock, un troisième hall. Il y a un grand dock qu'on appelle le dock Pullman où on va retrouver sur plus de 3000 m² un nombre assez important d'exposants de la production jusqu'à la diffusion des contenus. Et ce nouveau dock, le dock Eiffel, on a fait un focus, il y a plusieurs focus dedans, mais un focus intéressant autour de la virtual production, qu'on appelle aussi studio XR, studio virtuel. Et on aura donc ce studio XR qu'on va mettre en place avec différents partenaires pour y faire de la pédagogie. On va avoir des case studies, donc des studios, des créateurs qui vont venir sur les 2 jours présenter le travail qu'ils ont fait sur un film, sur un décor broadcast, sur une pub, avec des possibilités d'interactivité avec le public. On a aussi une salle de conférence. On a beaucoup de monde sur les conférences. C'est 5000 personnes sur 2 jours. Donc un très beau panorama, un florilège assez important sur les exposants et aussi sur les conférences. Le Satis, c'est au Dock de Paris à Aubervilliers les 15 et 16 novembre prochains. Le salon est réservé aux professionnels. La demande d'accréditation se fait sur le site du salon satis-expo.com. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Aurélie, j'imagine que tu vas traîner au Satis cette année. Oui, je vais m'être bien occupée parce que je vais animer 5 tables rondes sur les 2 journées, donc Ok. ça va être bien dense. Mais j'adore ce rendez-vous, c'est toujours agréable de retrouver tous les acteurs de ce milieu. Et puis j'apprends beaucoup avec les conférences que j'anime et les intervenants qui viennent parler. Ouais. Tu as quelques intitulés là, des conférences que tu vas animer pour qu'on ait un aperçu des thématiques abordées. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup qui s'appelle IA. Oh là. Et du coup, on va en parler sur la captation et sur la post-prod. Et j'ai envie de dire presque à l'opposé, on va parler aussi de gens qui créent une nouvelle chaîne de télé. Et puis, je parle aussi stockage, réseaux sociaux. Donc, ça va être bien dense, mais bien intéressant. Ouais. Vraiment, tous les amateurs de vidéos, alors qu'ils soient professionnels ou non, je vous invite à vous accréditer quand même pour cet événement qui est super chouette. Les accréditations sont gratuites et c'est vraiment l'occasion, alors évidemment, de suivre des conférences animées par Aurélie et aussi de pouvoir voir, toucher, approcher du matériel complètement dingue. Et ce que Stéphane a annoncé, là, ce nouveau hall dédié au plateau virtuel, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup et j'irai très probablement y faire un tour pour voir à quoi cela ressemble. Oui, puis le satellite, il y a des années, c'était vraiment le broadcast. Donc broadcast, ça veut dire diffusion. Donc c'était vraiment le matériel pour capter les grands événements, la télévision, etc. Mais aujourd'hui, ça couvre l'éventail des productions. Donc on va avoir depuis les accessoires pour le téléphone à tous les hybrides, jusqu'aux caméras qu'on n'achète pas nous-mêmes, en fait, qu'on utilise sur des productions, mais qu'on n'a pas rangé dans son bureau. Ouais. Tu n'as pas une RAID là en arrière-plan, non? Une RAID, encore, c'est gérable, mais il y a du matériel. Il y a plus gros encore. Ouais, il y a des camions de régie. C'est toujours intéressant de voir tout ça. Ouais. Il y a un autre salon aussi qui parle comme ça de vidéo et de cinéma, c'est le micro-salon de l'AFC, qui a lieu, je ne sais plus trop où, voilà, qui se passe au Parc Floral de Paris et qui lui aussi très impressionnant. Voilà pour le Satis. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine? J'avais juste envie de dire un mot sur le nouveau 1424 Leica. Oui. Parce que je pense qu'il a fort à faire face au Sigma qui existe déjà en monture L et qui est un 1424 f2.8 Art qui est de très très grande qualité. Donc c'est chouette de voir débarquer des optiques en monture L. C'est vraiment une monture qui s'agrandit, qui semble un petit peu prendre de l'ampleur. C'est bien.
Mais quand on voit le tarif, on se dit que ouais, vraiment, c'est dommage presque que des focales se recoupent quand il existe déjà des modèles de grande qualité, en fait. Ouais, Donc, c'est la... les Leicaïstes restent très fidèles souvent à leur marque et ont envie d'avoir du métal qui s'allie à celui du boîtier, on va dire, esthétiquement, et c'est bien. Mais c'est dommage pour la triple alliance qu'il n'y ait pas un petit peu plus de concertation pour éviter que les focales se recoupent. Ce qui est pour le coup le cas de ce 21 mm qui sort aussi, qui est original et qui ne correspond pas à une autre focale existante. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, on observe aussi ce même genre de phénomène en micro 4 tiers entre l'ancien catalogue d'optiques Olympus et les optiques Lumix. On a certaines focales qui se ressemblent beaucoup et qui se, Mais et beaucoup qui se, moins. et qui se recoupent, quoi. Bah, beaucoup moins. Et puis surtout, les caractéristiques étaient un peu différentes aussi. C'est un consortium, le micro 4 tiers, mais il y avait moins cette idée d'alliance. Il y avait Blackmagic aussi, hein, qui fait partie du consortium. Là, bon, c'est une simple réflexion Ouais, comme ça en voyant comprends. ça, mais je trouve ça un petit peu dommage. J'ai presque envie d'ajouter, des fois c'est la même question sur les boîtiers. Je fais partie de ceux qui rédigent le guide du tournage pour MediaQuest. Et il y a des marques dans lesquelles on a vraiment du mal à savoir la différence entre deux boîtiers, tellement il y en a. Ouais. Alors, parmi les autres actualités de la semaine, moi, je voulais vous parler une nouvelle fois de DxO, qui enrichit encore et toujours sa base de données de modules de correction optique avec l'arrivée des dernières nouveautés hybrides. Alors, parmi les optiques concernées, on a les grands télécanons, hein, le 1200 mm, le 800 mm, les grandes nouveautés Nikon, le 800 mm, le 70-180. On a des optiques Sigma, des optiques Sony, des optiques Leica et un nouveau boîtier qui rentre dans la base, le Sony Alpha 6700. Du coup, cette mise à jour, elle est impressionnante puisqu'elle permet du coup d'augmenter la base de 1185 combinaisons supplémentaires. Et évidemment, cette mise à jour est gratuite. Et je voulais aussi vous parler du prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant en Normandie. Alors, au-delà du festival, il y a aussi une très belle compétition photo avec des catégories photo, dont une évidemment qui est le prix Nikon et qui a été remportée cette année par Siegfried Modola pour une photo prise en Birmanie pendant la guerre civile. Et on peut noter aussi le prix du public en catégorie photo qui a été remporté par Paula Bronstein de Getty Images, qui a photographié un cimetière à Kharkiv en Ukraine. Et je voulais également aussi vous parler d'un nouveau podcast qui vient tout juste d'être lancé, qui est porté par Damien Bernal, que l'on avait reçu il y a quelques semaines maintenant sur notre grande émission dédiée au marché de la photo. Son podcast s'appelle 50% Matos et a priori sera un podcast bimensuel qu'on pourra donc retrouver tous les 15 jours. Voilà donc pour l'actualité cette semaine. Benjamin, je te donne la parole. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Tu es allé dans l'atelier d'un grand reporter, également féru de haut sommet, et c'est d'ailleurs le sujet de son tout dernier ouvrage. On est dans l'atelier d'Éric Bouvet, en plein cœur de Paris. Une petite session bricolage en famille. Là, tout est un peu réaménagé. Comment tu te sens, Éric, au moment où sort ton très beau livre Élévation ? Je suis très content puisque je peux en parler avec toi pendant que ma fille fait le bricolage, donc c'est pratique. Merci d'être passé. Le livre, je suis super content. C'est vraiment, tous les gens qui ont bossé dessus ont fait un très bel ouvrage, que ce soit au niveau de la maquette, au niveau de la finition, de l'impression, du choix du papier, de l'édition. Voilà. Non, franchement, les gens qui me connaissent disent que je râle tout le temps. C'est une légende, c'est pas vrai. La meilleure des preuves. Je suis content de ce livre. Et qu'est-ce qui prédomine ? C'est le soulagement de l'avoir terminé ? C'est une forme de satisfaction ? Ou c'est de se dire, finalement, ces années de boulot, c'est passé très vite et j'en avais encore sous le pied ?
Ah, c'est toujours pareil, quand on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on dépense beaucoup, que ce soit financièrement, que ce soit de se donner énormément de sa personne, quand ça se termine, ça fait bizarre. Forcément, hein, c'est un peu une descente quelque part, on se dit enfin c'est fini, et en même temps, merde, c'est fini. Donc oui, what else, quoi d'autre après bon, je sais quoi d'autre après, mais ça fait toujours bizarre ouais, de finir. C'est le problème quand on fait des choses un peu longues comme ça, comme mes Français, comme la montagne ou comme d'autres sujets, euh, où s'arrêter? On pourrait continuer éternellement, quoi, en fait. C'est le problème du photographe au long cours. Est-ce qu'il y a des photos dont tu es particulièrement fier? On trouve aussi de beaux accidents dans le bouquin, notamment un clou. Est-ce qu'il y a une photo comme ça qui t'a particulièrement marqué ou qui te vient à l'esprit quand tu repenses à ton travail? Ah oui, alors pour que les gens comprennent, en fait, il y a un clou qui est posé au milieu de l'image de manière horizontale. Donc on ne comprend pas ce qu'il fait là. Et effectivement, moi, j'ai pas d'explication à part que c'est une erreur au niveau de la fabrication du papier. Donc quand ils ont fabriqué le papier, un clou qui est passé par là. Je sais pas comment ça s'est fait, mais donc ça fait un accident assez heureux. Et sinon, pour les autres accidents chimiques, je suppose, parce que moi-même, j'ai pas d'explication, j'ai essayé de demander, les gens comprennent pas trop non plus. Alors c'est vrai que j'ai tiré sur les manettes après le scan, hein, que ce soit sur Lightroom ou Capture One. Et là, effectivement, apparaissent beaucoup d'interfaces, beaucoup de choses, de défauts du papier donc voilà, j'en ai une entre autres, hein, celle qu'on a devant les yeux là, celle que j'appelle la nuit de Van Gogh, puisque c'est mon peintre préféré. J'ose carrément, prétentieusement, appeler ça comme ça. Mais oui, il y a eu quelques heureux accidents. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mais c'est le papier. C'est pour ça que j'ai fait du papier, d'ailleurs. C'est pour me démarquer, encore une fois, hein. La chambre plus le papier, pour se retrouver comme ce qu'ils faisaient dans les années 1800, voilà, quand ils grimpaient. La différence, c'est qu'ils étaient alors avec beaucoup, toute une équipe, si je peux dire, hein. Et puis ils emportaient même des barriques de vin. Alors que moi, je suis tout seul et à l'eau claire. Donc voilà, la différence, elle est là. Mais sinon, le système est le même, puisque c'est le papier inventé par Henry Fox Talbot, avec le clanotype. Et donc, du coup, ça donne ce résultat qui est beaucoup plus aléatoire. Et c'est du 3 ISO, donc on peut s'imaginer ce que ça donne. Des fois, les nuages passent avec des pauses longues. Et c'est la différence avec le film. Puis, je voulais pas faire entre guillemets, du beau film noir et blanc négatif, parce que j'aurais fait du Ansel Adams, et puis les terrasses avant l'ont fait encore aussi merveilleusement bien. Et moi, je ne suis pas un photographe alpiniste. Je grimpe, je peux faire de gros efforts. Le Mont Blanc, bon, ça se fait, tout ça, mais je ne suis pas un vrai alpiniste. Je ne suis pas un type qui a la technique, qui a les capacités physiques, qui est doué comme beaucoup d'autres photographes alpinistes qui font des choses merveilleuses actuellement en numérique. Concernant l'actualité internationale et toute proche de l'Europe, notamment ce qui se passe en Israël, bande de Gaza, Arménie et surtout l'Ukraine, comment tu vis ça, toi, le photoreporter que tu es? Je pourrais dire que j'étais. J'en vois pas, mais je fais une grimace. Je voudrais bien l'être encore. Les temps changent, voilà, il y a beaucoup moins de moyens dans la presse, beaucoup moins de budget. Une nouvelle génération sont arrivées. Voilà, c'est un petit melting pot qui fait que, oui, les gens ont plus envie de m'envoyer. Moi, je voudrais bien encore y aller, hein, c'est pas un souci, parce que je travaillerai aussi différemment, mais ça colle plus non plus peut-être aussi à la presse, aux attentes de la presse aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, parce que travailler plus sur du long, effectivement, faire des sujets un peu plus profonds, et pas des petites histoires vite fait en 3 jours ou 4 jours maximum. Mais voilà, je ne suis pas du tout amer. Justement, j'écoute beaucoup moins les informations. Je lis encore, oui, bien sûr, je m'informe. Mais c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis 2-3 jours et qui me disent alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu ce qui se passe? Tu vas y aller et tout. Je dis mais moi, je suis comme tout le monde aujourd'hui, hein. Je suis obligé de me détacher un petit peu parce que je ne peux pas non plus faire les. Enfin, pas faire l'éponge, mais je veux dire, je m'offusque évidemment de ce qui se passe, hein, c'est horrible et c'est terrible, mais je regarde ça avec un œil un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, je suis obligé parce que je veux continuer, moi,
entre guillemets, j'ai 62 ans, on ne peut pas dire qu'il reste non plus quand même des décennies et des décennies. Donc j'ai envie de vivre bien. Et si quelqu'un veut m'y envoyer demain, moi je suis prêt. Hein. Merci beaucoup, Eric. Merci. Alors évidemment, ça fait très plaisir d'entendre Éric Bouvet, qu'on a reçu au Coin du Feu, Benjamin, il y a à peu près un an, à ces micros. Son dernier ouvrage est en librairie, il est proposé au prix de 52 €, mais est-ce qu'il y a des expositions de prévues pour admirer ces magnifiques photographies faites à la chambre? Déjà, le livre est sublime, hein. Le papier est de très grande qualité, les impressions sont très très réussies. Donc, un livre édité par Photosynthèse, très belle préface aussi de l'écrivain Olivier Weber. Et oui, la réponse est oui, il y a des expos. Il y en a eu une première au festival de Chamonix, donc la première du ouais. festival qui a eu lieu le week-end dernier, Mhm. avec comme parrain Jérémy Villet et sous la présidence de Mario Colonel, galeriste aussi à Chamonix. Et Eric sera à Montier-en-Der au mois de novembre, Ok. et il va proposer une expo là-bas, et puis à la Galerie Polka au mois de janvier. Donc si vous voulez aller voir son travail, lui qui s'est démené pendant des années, qui a mené ses chambres d'Erdorf, 8-10 et Linov Technica 4.5 sur les crêtes, si vous voulez voir tout ce qu'il a ramené comme belles images et comme beaux accidents chimiques, courez à la Galerie Polka ou à Montier. Alors aujourd'hui, on va parler de format vidéo, mais on pourrait dédier aussi une émission aux formats photo argentiques qui sont tout aussi complexes. Oui, et puis, pardon de te couper, mais surtout, Eric a un point commun avec notre invité quand Oui. même, parce que c'est un athlète aussi, hein. C'est un athlète Ironman, il est finisseur de l'Ironman, Eric, donc c'est pas rien. Là, il le dit, il a 62 ans, il l'a fait au-delà de 60 ans, hein, avec son fils qui l'est aussi. Bon, on dévoile un petit peu de famille, mais on a entendu pendant le petit sujet, il y avait sa fille Cerise qui est intervenue pendant le podcast, qui était là, en train de bricoler dans l'atelier aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est photoreporter, qui est à la fois père de famille, qui est à la fois montagnard, qui arrive à faire plein de choses, mais donc un athlète comme toi, Aurélie, qui trimballe son matériel très haut pour ramener des images pour nous tous. Ça doit te parler tout ça, non? Oui, exactement. Mais j'ai pas fait d'Ironman. Pas J'y encore, pas pense. encore. Iron Woman. Non, par contre, toi, tu as pu y aller au festival de Chamonix, peut-être, ou Oui, tu en as entendu parler? j'y étais ce week-end et il y avait beaucoup de monde. J'étais très contente de voir le succès pour une première édition. Donc, ça laisse supposer qu'il y en aura d'autres. Il y avait une part à la vidéo un petit peu, ou c'était uniquement photo? Parce que c'est une première, on le rappelle, première édition du festival. Non, c'était très photo. Alors, il y avait... il y a des films qui ont été projetés au cinéma, mais au sein du festival lui-même, c'était photo, oui. Est-ce qu'on peut aussi inviter tous nos auditeurs à revoir les films de Jérémy Villet qui ont été faits sur lui, qu'on a reçus aussi au Coin du Feu, hein, donc qui était parrain du festival, et il y a des choses magnifiques. Tu as parlé tout à l'heure des loups et du Yukon, et il y a un film merveilleux sur le Yukon où on voit Jérémy à l'assaut plutôt des chèvres des montagnes, la mountain goat, et c'est extraordinaire. Voilà, et ce film a été projeté ici ce week-end, oui. Ah bah voilà. Bon. Et puis, spoiler alerte, hein, pour les fans de photos animalières, on devrait normalement réentendre la voix de Jérémy Villet très prochainement dans ce podcast, mais voilà, je n'en dis pas plus Son chuchotement. pour le moment. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette story de nouveau. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission dédiée au format vidéo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com. Jetez-y un œil. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour tenter, et on l'espère, de tout comprendre au format en vidéo.
Alors, en photo, pour ce qui est des formats, c'est relativement simple. On a, dans une grande majorité des cas, le vénérable JPEG et le format RAW à la prise de vue. On peut même aussi évoquer le format HEIF qui arrive de plus en plus régulièrement. En post-production, on a le format TIFF ou PSD qui permettent entre autres de gérer les calques, et puis c'est à peu près tout. En vidéo, c'est une toute autre histoire. Sur les derniers hybrides, on peut lire sur les fiches techniques des listes impressionnantes de formats vidéo différents. On parle de définition, de profondeur de codage, de flux, de codec et encore de bien d'autres choses. Et on peut se demander finalement légitimement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de formats possibles en vidéo ? Eh ben, c'est la question qu'on a posée à Stéphane Faudeux, qu'on va réentendre de nouveau, qui est le directeur du Satis et éditeur de nombreux médias spécialisés sur l'audiovisuel. Il nous répond. Je pense qu'il y a une multitude, une foultitude de formats vidéo, pour plusieurs raisons. Il y a une raison à la fois qui est la montée en qualité et en résolution des capteurs. On est passé du SD, HD, 4K, 6K, 8K, voire 12K même pour certaines caméras dites vidéo. Donc c'est à la fois des débits, des bandes passantes et des volumétries de données qui sont très importantes. Et il y a des consortiums qui existent, qui ont défini des normes, mais qui ont aussi défini des licences qui sont payantes. Certains constructeurs s'y plient, d'autres ne veulent pas s'y plier, donc font des formats de codec qui peuvent être concurrents ou complémentaires. On a aussi des constructeurs qui, à quelques, je dirais, virgules près, créent leur propre codec pour, alors ça peut être un argument marketing, mais pour garder leurs utilisateurs dans un écosystème un peu fermé. Et il faut pas non plus, enfin, faut voir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a les formats qui sont à l'enregistrement, il y a les formats qui sont à la post-production, donc qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on convertit de l'un à l'autre, et il y a ceux qui sont à la diffusion. Et même, on a aussi nos propres RAW en vidéo, avec des RAW sans perte, mais il y a quand même toujours un peu de compression. Donc ça fait effectivement un ensemble, jamais fait le compte, mais c'est plusieurs dizaines, je pense, de formats différents. Mais c'est vrai qu'il y a une jungle. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais au bout du compte, je dirais qu'il y a un juge de paix qui va être le fichier qu'on livre. Et le fichier qu'on livre, là, il n'y en a pas tant que ça. Bon, Stéphane n'est pas très très rassurant finalement sur le sujet et confirme bien la complexité des différents formats vidéo. Aurélie, pour commencer, on peut déjà donc faire la distinction entre un format d'acquisition, à la prise de vue donc, un format de post-production pour le montage et un format de diffusion. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, Stéphane, c'est un des acteurs incontournables de l'audiovisuel depuis des années, donc c'est super qu'il soit intervenu, parce qu'il a vu justement toute cette évolution. Et par rapport à ce qu'il disait, j'ajouterais, en fait, si ça change continuellement, c'est qu'il y a des chercheurs qui cherchent continuellement le meilleur ratio entre la qualité d'image et le poids du fichier. Et c'est grâce à ça qu'on peut filmer avec un téléphone, c'est-à-dire faire de la vidéo avec des fichiers ultra légers, parce qu'il y a des gens qui cherchent comment arriver à stocker toutes ces informations dans le poids minimal avec une qualité correcte. Alors, finalement, pour un usage ultra professionnel et dans des cadres de production précis, moi, je veux bien comprendre cette complexité et ce nombre si impressionnant de formats possibles à la prise de vue. Mais bon, pour la grande majorité des utilisateurs d'hybrides, donc des amateurs ou des passionnés, est-ce que c'est finalement vraiment nécessaire tout ça ? Je dirais que oui, parce que, alors déjà, ça progresse continuellement, comme je viens de le dire. Donc, c'est bien, quand un nouveau codec apparaît, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un progrès.
Mais aussi, avec le même appareil, on va faire différents types de tournages. Et un jour, on va utiliser un format, un jour, on va en utiliser un autre en fonction de ce qu'on va filmer. Oui, puis on va revenir en détail sur ce qu'est un codec notamment. Tu vas nous expliquer tout ça, Aurélie. Mais oui, c'est ma partie austère. Oh, on l'a vexé. Décidément, ouais. On l'a vexé. Oh là là. On va refaire toute l'intro. Vraiment désolé pour ça. Ce sera peut-être le nom de ton codec, Aurélie. Voilà. Non, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui est propre à ces difficultés qu'on peut retrouver en photo dans les noms de fichiers, parce que là on parle des formats, mais c'est l'aspect propriétaire de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques aussi qui s'accaparent des choses, et peut-être que la lisibilité ou la clarté de ça est rendue plus difficile de ce fait-là, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est des problématiques autres. Et après, je veux dire, il y a la captation, mais il y a toute la chaîne qui va derrière avec les logiciels de montage, la sortie, etc. Donc oui, c'est toute une chaîne. C'est pour ça que là, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'aller sur du très générique, transversal, et essayer de décrypter les principaux formats qui touchent un petit peu tous les utilisateurs, quoi. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur les formats d'acquisition. Autrement dit, le choix que l'on doit faire sur son boîtier au moment de la prise de vue, avant d'appuyer sur la touche REC. Et on va commencer par essayer de décrypter toutes les informations qui sont présentes dans un format d'enregistrement vidéo. Et je prends au hasard l'un des modes d'enregistrement que l'on peut trouver dans le dernier Nikon Z8. Accrochez-vous bien. 3840 multiplié par 2160, 60p ProRes HQ, 422 10 bits. Il y a énormément d'informations dans ce format et on va donc les traiter une à une. 3840 par 2160, c'est bien la définition, Aurélie? Oui, alors ça, c'est la taille de notre image. Donc ça correspond à ce qu'on appelle l'Ultra HD, qu'on appelle aussi communément 4K, mais c'est pas exactement de la 4K. C'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus grand que la HD, qui est le standard de diffusion qu'on a sur nos télévisions. Et c'est un format qui est 16/9. Il y a le ratio qui est un format important aussi. La 4K est un petit peu plus large, un petit peu plus panoramique. Parce que annoncé comme ça, en fait, c'est un ratio entre la dimension horizontale et verticale qui donne en oui, c'est effet le nombre de le pixels. 16/9. Voilà. Il y a des ratios 16/9, 4 tiers. Et certains constructeurs communiquent avec cette définition en nombre de pixels et d'autres utilisent les raccourcis ou les acronymes auxquels ces définitions se rattachent. Le Full HD, 1920 par 1080, la 4K, la 6K, la 8K. Mais alors, je veux qu'on revienne 3 secondes sur un truc, Aurélie, parce que si on multiplie 3840 par 2160, on ne tombe pas sur 4 millions de pixels, mais on tombe sur 8 millions de pixels. Pourquoi on parle alors de 4K si ça fait 8 millions de pixels? Parce que ça fait presque 4000 pixels de large. En fait, on a inversé l'appellation parce qu'à l'époque de la HD ou avant de la HD Ready, on parlait du nombre de pixels verticaux. On appelait ça du 1080 ou du 720. Ouais. Et maintenant, on a changé, on est passé à l'horizontale. Donc, c'est là où on va parler de 4K, 8K, parce que c'est des formats qui font à peu près 4000 ou 8000 pixels de large. Puis comme tu disais juste avant, Aurélie, on ne peut pas simplement parfois réduire par 4K, mais il faut ajouter 4K UHD ou 4K DCI, parce qu'en fait, la 4K DCI est plus large que la UHD. C'est bien ça, Aurélie? Ou est-ce que tu peux peut-être nous préciser la différence entre les deux formats, qui ne sont pas dans tous les appareils? Il y a plusieurs 4K, quoi, en fait. On va dire que l'Ultra HD, c'est le standard. Et donc, c'est un format 16/9. C'est celui dont tu viens de parler. Et c'est 4 fois plus grand que la HD. Et c'est un petit peu différent des formats de captation qui existent dans diverses caméras qui vont être un peu plus larges. Ça va du 4,1K, 4,3 en fonction des modèles. D'accord. Donc ça, c'est pour la définition. On continue dans la nomenclature. Après la définition vient le terme 60p. Ça, c'est donc la cadence d'acquisition. Oui, c'est la cadence de prise de vue. Alors, donc on a la cadence déjà de diffusion qui est grosso modo, on va dire, 25 images par seconde en Europe, parce que notre courant électrique est de 50 Hz, donc c'était plus facile de se baser là-dessus. Système PAL.
Voilà, Amérique du Nord, Asie, c'est essentiellement du 60 Hz comme courant, donc eux, ils sont en 30p. Donc ça, c'est la grosse différence, 25-30. Système Et NTSC. voilà. Et ensuite, l'avantage de nos caméras aujourd'hui, c'est qu'elles sont capables d'enregistrer plus d'images par seconde. Et ce qui fait qu'avoir du 60p ou du 120p, ça nous permet ensuite de faire des ralentis 2 ou 4 fois en post-production. Yes, et l'appellation P, ça veut dire progressif, puisque la vidéo avant était en entrelacé. C'est-à-dire qu'on affichait d'abord une première trame, donc la première moitié de notre image. On va afficher d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires. Et c'était un moyen de doubler artificiellement la cadence pour avoir une image un peu plus fluide, pour pas avoir de saccade. Mais ça, c'est un format qui était vraiment en vigueur à l'époque des tubes cathodiques, mais je ne sais pas si vous en avez encore chez vous. Mais maintenant qu'on est sur des écrans qui affichent l'image entière, on est en progressif. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que pour un rendu télé comparé au rendu ciné, il fallait une image plus fluide, donc on utilisait de l'entrelacé. Mais toi, quand tu paramètres ton boîtier, puisque là on parle de la cadence d'acquisition, est-ce que tu le règles à la norme européenne, du coup, en 25 images par seconde ou 50 images par seconde, ou est-ce que tu le laisses s'il est par défaut à 30, 60 ? Alors c'est une vraie question. Alors si je produis pour la télé, en fonction du pays dans lequel je suis, je vais choisir une base 25 ou une base 30. Ah mais attends, même avec la télévision numérique, ça a encore du sens cette notion-là ? Oui, par exemple, j'ai fait 2 docus qui sont en 30. Parce que je me suis dit, mais ma caméra est fabriquée au Japon, mon ordinateur est fabriqué aux États-Unis, les logiciels aussi, donc c'est plus logique d'être en base 30. Et puis il vaut mieux avoir trop d'images que pas assez. Et là, en fait, une chaîne allemande le souhaite. Eux veulent le convertir en 25p. C'est des choses que moi, je peux pas faire avec mes logiciels, je veux dire, grand public. Là, il faut vraiment passer par des transcodeurs haut de gamme pour avoir une parfaite fluidité des images. Et encore, on n'a pas parlé du système SECAM qui avait été créé en France la même année que le système PAL au Royaume-Uni, c'était en 67. Ça, on n'en a pas parlé. Mais on ne va pas noyer nos auditeurs d'informations déjà. Mais c'est assez intéressant de savoir, comme tu l'as souligné Arthur, que même avec nos téléviseurs très récents ou avec nos plateformes de diffusion très récentes, il faut être vigilant sur ces cadences d'acquisition. C'est toujours les choix en fonction de la finalité de nos images. Oui. Bon. On a la définition, on a la cadence d'acquisition. Ensuite vient le terme ProRes HQ. Ça, c'est le codec. On est d'accord ? Oui, c'est ça. ProRes, donc Stéphane a abordé la notion de codec payant. C'est un codec qui a été créé par Apple et qui est très, très dominant sur le marché aujourd'hui. Alors, c'est quoi ? Donne-nous la définition de ce qu'est un codec selon toi. Alors, il y a 2 choses qui définissent un format. Il y a d'abord le conteneur, c'est ce qu'on voit, c'est le .mov, .nev, .mp4. Ouais. Et ça, je le compare à un alphabet. On va dire que le move, ça va être l'alphabet latin. Et à l'intérieur de l'alphabet latin, on peut parler en italien, français, etc. Et ça va être le codec. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs pour le même conteneur. Et codec, ça veut dire compression, décompression. En fait, l'idée, c'est qu'on a un flux d'informations qui rentre qui est absolument considérable. Ça va être des débits qui sont beaucoup trop importants pour être enregistrés sur un support. Donc, on va compresser le signal et ensuite, quand on va vouloir lire notre vidéo, on va la décompresser pour voir la vidéo au plus proche de ce qu'elle a été captée. Okay. Donc, c'est ça qui demande des ressources sur les ordinateurs notamment, c'est cette étape de décompression. Donc codec, ça veut dire ça, compression, décompression. Donc la différence entre 2 codecs, c'est finalement la manière dont cette compression-décompression est effectuée. Exactement. Alors il y a déjà 2 grandes familles. Il y a les codecs intra-image, c'est-à-dire qu'ils vont coder toute l'image en entier. Et ensuite les codecs inter-image qui, eux, vont être beaucoup plus légers, puisqu'ils vont aller alléger considérablement le fichier. C'est-à-dire, par exemple, on a un ciel bleu avec un oiseau qui passe, mais on va coder une fois le ciel, et ensuite on va coder uniquement l'oiseau qui passe, ce qui nous permet d'avoir des fichiers beaucoup plus légers.
avec tous les temps d'image, on va recapter l'image complète. Mais ensuite, quand on est sur notre ordinateur ou autre et qu'on veut lire la vidéo, on va voir le ciel et l'oiseau. Et c'est là où l'ordinateur va devoir décompresser pour nous remontrer l'image telle qu'elle a été captée. C'est là qu'on intervient la notion de GOP. Et long-GOP, c'est ces fameux groupes d'images qui sont analysés plutôt qu'une image par image, en fait. C'est ça, en fait, c'est l'intervalle entre deux images complètes. Donc, plus le nombre d'images est élevé, en gros, plus un format léger parce qu'on capte moins d'images entières. Mais oui, c'est ça, les longs GOP. Et après, c'est ça qui fait qu'on a des formats, certes très légers, mais qui sont des fois un peu rudes à lire dans nos ordinateurs. C'est ça, il faut des machines puissantes pour Il faut des machines très puissantes. Et puis, deux H265, même si on se dit, tiens, c'est le même codec, vont pas être les mêmes. Il y a des H265 qui vont se lire de manière hyper fluide dans nos ordinateurs, dont le cas des Nikon, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui vont vraiment faire souffrir la machine. Et c'est là où il faut avoir des bêtes de course. Ouais. Ok. Alors après ce ProRes HQ vient la notion de 10 bits. Ça, c'est comme en photo, c'est la profondeur de codage en RVB? Oui, c'est ça, c'est le nombre de nuances de couleurs. Et puis aujourd'hui, on a souvent le choix entre 8, 10 et 12 bits. Et la quantité d'informations de couleurs est absolument incomparable entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui va nous donner une image plus riche. Ben ouais, j'ai fait le calcul en 8 bits, donc c'est 16 millions de couleurs possibles. Et quand on passe sur 10 bits, on atteint 1 milliard de couleurs et de nuances différentes possibles. Nous, finalement, en photo, en JPEG, on a l'habitude de fonctionner en 8 bits. Pour le coup, en RAW, en photo, on est sur 12 bits. C'est le cas aussi en vidéo. Sur la vidéo RAW, on est en 12 bits? Oui, par exemple, tu parles du ProRes. Dans les Z8, Z9, on a aussi un ProRes RAW 12 bits. Et puis le Nikon RAW qui est aussi en 12 bits. Et puis dans le décryptage que tu as évoqué au tout début de la discussion liée au format d'enregistrement de Nikon Z8, il y a une petite notion qu'il faut aussi décrypter, c'est 422. 422. 422. Mais ces chiffres qui sont le rapport entre les fréquences d'échantillonnage du signal de luminance, 4, et des deux signaux de différence de couleur. Peut-être tu peux nous expliquer ça rapidement, Aurélie ? De la manière la moins austère simple. Possible. Ouais. Alors, pour faire le plus simple possible, en fait, c'est que on a toutes ces infos. En gros, on en a trop. Donc, on va en sélectionner juste une partie. Et puis, en fonction de si on est sur les lignes ou sur les colonnes, enfin horizontales ou verticales, on va choisir le nombre d'infos qu'on sélectionne. Et alors, évidemment, 422, on a plus d'infos qu'en 420. Puisqu'on a coupé, et en 444, on a absolument tout gardé. 420, on va réduire de la chrominance, du coup. Et la luminance, en fait, oui, c'est l'ensemble des infos. En gros, c'est comme si on réduisait le signal. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en vidéo, c'est pas comme en photo. En photo, on code en RVB, rouge, vert, bleu. Et en vidéo, on code en luminance et deux informations de chrominance. Et du coup, on va venir jouer sur le niveau de précision et la présence ou non de ces informations de chrominance sur tous les pixels, ce qui va permettre d'affiner entre le 422 ou le 422, le 420 ou même le 444, 444, parce que j'imagine qu'il y a des caméras qui ne font absolument aucun compromis sur cet aspect-là. Je réfléchis à s'il y a des hybrides qui font ça. J'ai jamais vu d'hybride en 444. Non, pas en hybride, non, c'est des pas, trucs très, je très, pense très que c'est pro, pas possible. Il y a du Apple ProRes 4444. Mais c'est les caméras qu'on utilise vraiment pour le broadcast. Ouais. C'est d'autres flux de production. Ouais. Ok. Et donc finalement, toutes ces données vont avoir une conséquence directe sur ce qu'on appelle le flux ou le débit vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion-là, s'il te plaît ? Oui, le débit, en fait, c'est la quantité d'informations. En gros, c'est la taille du tuyau par lequel passent toutes les infos. Évidemment, plus le tuyau est grand, et plus on a d'infos. Et les débits
en fait, sont absolument considérables. C'est-à-dire que sur les caméras sur lesquelles on branche un câble SDI qui récupère le signal pur, les débits sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que peuvent enregistrer des supports. Donc c'est là où en fait on va réduire les débits pour les enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Même des Mais disques durs externes, pardon de te couper, un Atomos ou autre, ça ne peut pas encaisser ces débits-là? Non, c'est des valeurs qui sont trop élevées. Ou alors vraiment, encore une fois, des configs spécifiques super haut de gamme. Mais l'idée, donc, c'est de réduire ce débit pour l'enregistrer sur nos supports. Mais on parle de débit très élevé. Par exemple, le format ProRes dont tu parlais, on est à 3000 mégabits par seconde. Donc, c'est considérable. Et bien évidemment, il faut choisir la carte capable d'enregistrer dans ces formats. Et aussi les disques durs ensuite capables de lire ces fichiers au moment de la post-prod. Alors, j'ai fait quelques petits calculs sur différents formats qu'on peut retrouver par exemple sur le Nikon Z8. Donc, comme tu l'as dit, on parle de mégabits par seconde. Alors, moi, j'ai converti ça en nombre de gigaoctets par minute. C'est peut-être un peu plus parlant pour les photographes qui nous écoutent. Alors, si par exemple, on fait une vidéo donc, en 3840 par 2160, donc du 4K 60p en H265 10 bits, on est sur 190 mégabits par seconde et donc la minute va nécessiter 1,42 gigaoctets d'espace de stockage. Si on passe en 60p H265 8 bits, ça baisse un peu forcément, 150 mégabits par seconde et là la minute va demander 1,12 gigaoctets d'espace de stockage. Et si on met tous les curseurs à fond sur le Nikon Z8, à savoir du NRAW 12 bits HQ 8K, c'est 5780 mégabits par seconde et une minute donc va vous demander 43 gigaoctets d'espace de stockage. C'est considérable. Et encore, le NRAW est un très bon compromis, puisqu'il il est compressé. plus léger que le ProRes en qualité équivalente. C'est ça qui fait qu'on en parle autant de ce fameux fichier RAW propriétaire Nikon, c'est sa légèreté par rapport aux autres formats RAW. Oui, comme je dis depuis le début, en fait, l'enjeu, c'est toujours le meilleur rapport qualité-poids. Et là, ils ont fait un super codec, ouais. Alors c'est bon, on commence déjà à y voir un petit peu plus clair, en tout cas sur les différents paramètres à prendre en compte dans son format d'enregistrement vidéo. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et dans l'usage, car si on peut facilement partir du principe de qui peut le plus, peut le moins, en vidéo, avec les possibilités des boîtiers actuels, ce principe peut facilement nous emmener dans des poids de fichiers totalement gigantesques et particulièrement compliqués à stocker et à manipuler. Nous avons échangé avec le vidéaste Stéphane Couchou et lui avons demandé comment est-ce qu'il faisait pour choisir le bon format vidéo en fonction de ses projets. On l'écoute. Alors moi, mes formats vidéo, je les choisis principalement en fonction de la plateforme où je vais diffuser et surtout en fonction de la post-production que je vais avoir à faire. On sait que plus un codec va être incompressé, plus il va être souple sur les logiciels de montage. Donc moi, le ProRes, pour moi, c'est le meilleur format qui existe, c'est le meilleur codec qui existe actuellement parce que quand on va importer ça sur Adobe Premiere, quand on va faire du slide, etc., on va avoir zéro bug. En fait, ça va être hyper fluide. Donc ça, c'est principalement pour mettre sur les plateformes comme YouTube, parce que moi, c'est principalement la plateforme où j'exporte le plus de vidéos. Puis maintenant, voilà, comme on dit, toutes les caméras avec un petit Atomos ou avec quelques enregistreurs externes, on va pouvoir faire du ProRes. Voilà. Donc ça, c'est ma première partie. Après, sur des formats un peu plus spécifiques pour, par exemple, la publicité ou des prods un peu plus costaudes, on va utiliser directement du RAW. Ça va être en fonction des demandes de chef op, etc., pour avoir justement un matching complet sur différentes caméras. Donc le RAW, effectivement, on va pouvoir gérer après tout ce qui est notre température, couleur, enfin voilà, notre exposition, ça les gens connaissent. Donc ça, c'est pour des prods, on va dire, beaucoup plus quali et avec une contrainte technique d'un chef op ou d'un réel qui va être extrêmement précise. Moi, je préfère enregistrer au maximum possible parce qu'on n'est jamais à l'abri, par exemple, sur une prod que je vais mettre sur YouTube, on n'est jamais à l'abri, par exemple, que, je sais pas, imaginons on filme une voiture un peu sportive, qu'il y a la marque qui va s'intéresser à la vidéo, qui va nous dire est-ce que vous avez une vidéo
brute, la vidéo master, en fait, dans une super qualité. On n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui parce que ça va très, très vite sur Internet. Donc, moi, j'enregistre toujours au maximum de ce que peut faire ma caméra. Forcément, moins je serai compressé, mieux ça sera fluide, comme j'ai dit avant. Et ensuite, par contre, sur les exports, effectivement, je vais exporter, par exemple, pas plus sur YouTube. Si on commence à mettre trop de débit sur notre vidéo, lui, il va trouver que c'est une vidéo qui est grosse, il va la recompresser automatiquement. Ça, c'est un petit tip que je donne. Donc, vaut mieux exporter sur des trucs qui sont de taille moyenne, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, pour que notre vidéo, en fait, ne soit pas retouchée par la plateforme et ne soit pas recompressée. Voilà. Mais après, effectivement, moi, comme je dis, si on a les possibilités aujourd'hui avec des boîtiers de filmer, avec des débits qui sont quand même relativement élevés, avec des cadences d'image qui sont relativement élevées aussi, on n'est pas à l'abri de savoir à la fin de dire on peut faire un petit peu de ralenti d'un coup si on a une demande client, parce que les clients, on connaît, ça change tout le temps. On peut faire du ralenti là-dessus. Oui, on peut. Là, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité sur un fichier master? Voilà. Donc, pour moi, très sincèrement, la bonne attitude à aborder, c'est d'enregistrer dans ce qu'on peut faire sur nos caméras. Et ensuite, après, à l'export, là, justement, on va pouvoir gérer, on va dire, la qualité, la résolution, la def, etc. Moi, il raconte plein de trucs, Stéphane. Alors lui, il est plus de la philosophie de qui peut le plus, peut le moins, pour le coup, mais c'est une stratégie qui s'entend. Moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on rentre un petit peu dans le détail de tous les paramètres à prendre en compte au moment de ce choix et qu'on attaque par la notion de définition. Alors Aurélie, on nous vend de la 8K, mais finalement, il n'y a rien qui montre que la 8K va devenir la nouvelle norme de diffusion. Au contraire, d'ailleurs. Et puis bon, franchement, je pense qu'on n'est pas encore totalement passé à la 4K en réalité. Donc, filmer en 8K, ça sert pas à grand-chose, sauf à recadrer. Et c'est surtout pas mal de problèmes en post-production de filmer en 8K en termes de poids de fichier. Alors, effectivement, produire du contenu en 8K pour l'instant, c'est hyper anecdotique. Moi, j'en ai fait juste pour une chaîne qui s'appelle The Explorer qui faisait ça, ou pour filmer des glaciers pour lesquels on sait qu'ils vont disparaître bientôt, donc pour la pérennité des images. Mais aujourd'hui, personne n'a de télé 8K chez lui. Et personne n'en aura puisque l'Union européenne veut mettre un frein à ça parce que ça consomme beaucoup trop d'énergie pour l'intérêt que ça représente. Par contre, tourner en 8K, c'est intéressant, dans la mesure, comme tu le disais, où on va pouvoir recadrer. Et alors certes, ça fait des fichiers plus gros à gérer en post-prod, mais ça se gère. Et puis, on peut générer des versions allégées, ce qu'on appelle des proxys, qui vont nous servir à faciliter la phase de montage. Mais ça permet surtout, par exemple, quand je fais une interview, je me retrouve avec plusieurs échelles de plans avec une seule caméra. Donc là, c'est hyper intéressant, en fait. Ça facilite le montage et même la captation. Ça évite d'avoir deux caméras, par exemple. Et puis, après, les autres intérêts énormes aujourd'hui, c'est d'avoir des capteurs 8K. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du Z8 et Z9, on va avoir le suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une petite partie de notre capteur pour faire une image Ultra HD, parce que c'est moins de pixels que les 45 qu'on a au total, eh bien on va utiliser tous les pixels du capteur pour créer une image qui est plus définie, qui est plus piquée. Donc ça, déjà, c'est intéressant. On a aussi ce qu'ils appellent le zoom numérique étendu, c'est-à-dire que, vous savez, avant, quand on passait de notre capteur FXDX, ça appliquait un coefficient 1,5. Là, en fait, ça applique un coefficient 2 fois. Donc, par exemple, moi, quand je suis en montagne avec un 24-120, je me retrouve avec un 24-240. Donc, en gros, j'ai l'optique ultime qui me permet de tout couvrir sans perte de qualité, puisque c'est pas comme si je dégradais mon image en zoomant dedans. En fait, c'est que j'utilise tous les pixels de mon capteur. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis après, il y a plein d'autres applications dans les productions, même broadcast, où aujourd'hui, par exemple, pour filmer un match, on peut avoir un très grand capteur à l'intérieur duquel, en fait, on va aller cropper, on va aller sélectionner des morceaux d'images et faire une réalisation avec ça. Donc je pense que l'avenir ne sera pas aux diffusions avec plus de pixels. Par contre, les capteurs avec beaucoup de pixels, à mon avis, vont continuer à progresser. Oui. Oui, par contre,
comme tu dis là et comme l'a dit Stéphane dans son témoignage qui est très intéressant, c'est chouette de donner la priorité à la définition, mais encore faut-il avoir suffisamment de stockage, à la fois à la prise de vue et après. Comment tu gères cet aspect-là, toi? Parce que c'est hyper gourmand en termes de C'est ressources. hyper gourmand et alors je suis d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait qu'aujourd'hui on fait plus une vidéo mais ce que j'appelle un plan de production, c'est-à-dire qu'à partir des mêmes images on va avoir plusieurs utilisations, plusieurs déclinaisons. On va créer des films longs, des films très courts qui vont être regardés à différents endroits. Mais après, il y a des contraintes. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur des événements où c'est des volumes de rush énormes. Et je voyage aussi pour faire du documentaire. Et là, je suis obligée de me réduire et de travailler en H265, en 10 bits, qui est déjà un format qui est super qualitatif. Parce que même si les disques durs et les cartes sont de plus en plus réduits, je peux pas mettre mes disques durs en soute. C'est hors de question que je confie ça à une compagnie aérienne. Et du coup, il faut que j'ai mes disques durs avec moi, en plus de tout le reste dans le sac à dos. Donc, il faut que le volume soit restreint. Oui. Et puis, finalement, en post-production, le passage de la 8K à des définitions inférieures, par exemple, évidemment, la 4K, ça se passe extrêmement bien. Est-ce que c'est la même chose dans l'autre sens, Aurélie? Parce que, bon, moi, je prends mon expérience personnelle. J'ai déjà regardé des contenus Full HD sur une télé 4K, ça passe très bien. Et on regarde encore des DVD qui sont de la SD. Mais si l'encodage est propre, ça se regarde bien, oui. Alors maintenant qu'on est OK avec la définition, on va parler de la vitesse d'acquisition, les fameux nombres de P, le nombre d'images qui seront enregistrées par seconde. On l'a déjà un peu évoqué il y a quelques minutes. Ça permet entre autres de faire des ralentis. On a beaucoup de choix, du 24p, du 25p, du 30p pour les vitesses d'acquisition entre guillemets standards et leurs équivalents avec un nombre d'acquisitions doublé, voire triplé selon les cas. Aurélie, enregistré en 50p, en 60p ou même en 120p, est-ce que ça a un autre intérêt que de pouvoir faire des ralentis? Oui, par exemple, tout à l'heure on parlait de la 8K. La 8K association, pour elle, ça fait pas de sens de faire de la 8K en dessous de 50 ou 60 images par seconde. En fait, on gagne une fluidité dans l'image qui est meilleure avec un plus grand image par seconde dans un format là qui est un format de diffusion. Et après, si on reste dans des formats de diffusion standard 25 ou 30, et ben c'est là, comme on disait tout à l'heure, où c'est intéressant de tourner à plus haute cadence pour pouvoir ralentir ou pas, mais au moins avoir le choix derrière, puisqu'aujourd'hui on peut tourner à haute cadence en ayant l'enregistrement du son, alors que sur certaines caméras où il n'y a pas si longtemps, c'était l'un ou l'autre. Et redisons au passage, puisqu'on en a parlé un petit peu en préambule, qu'une cadence de 100 images par seconde n'est pas inférieure à une cadence de 120 images par seconde, c'est simplement un système différent. C'est-à-dire que 100 images par seconde dans le boîtier sera lié au système PAL et 120 au système NTSC. Il peut y avoir de la confusion là-dessus. Les fiches constructeurs mettent souvent en avant les données les plus élevées, mais en fait, elles correspondent à un système. Mais il y a un paramètre qu'on doit prendre en compte aussi, Aurélie, quand on choisit cette vitesse d'acquisition. C'est finalement, plus on choisit une vitesse d'acquisition élevée, plus on va être restreint, en quelque sorte, sur le temps de pause qu'on va pouvoir utiliser sur sa caméra. Je sais qu'il y a une espèce de petite règle mémotechnique qui permet de lier vitesse d'acquisition et vitesse d'obturation, ce qui sont deux notions différentes. Tu parles de la règle des 180 degrés. Ouais. Oui, en fait, la théorie dit qu'il faut que notre cadence, enfin notre vitesse de prise de vue soit le double de la cadence, c'est-à-dire que si on a 25 images par seconde, il faut être au 50e. Ça maintient un espèce de léger flou de mouvement qui fait partie de notre imaginaire d'image du cinéma.
Après, dans les faits, on peut monter au-dessus hein, sans avoir trop de soucis, avec une image qui gagne en impression de netteté. Par contre, il ne faut pas monter trop haut, parce que si on a trop d'écart entre les deux, on obtient des espèces de saccades. Oui, si on filme au 500e et un même plan au 50e, il va y avoir une espèce d'impression de surfluidité ou d'accélération qui est très désagréable en fait. Et en fait, même là, dans des extrêmes, comme tu le dis, on va même avoir une saccade. En fait, on va perdre cette ultra netteté. Oui. Mais ça, on le voit des fois, notamment en reportage, c'est souvent des gens qui n'ont probablement pas eu la possibilité de mettre un filtre ND qui permet de maintenir cette règle des 180 degrés en permanence. Et on peut voir que, effectivement, en plein jour, il y a des plans qui vont être hyper saccadés et c'est souvent dû à ça, quoi. Effectivement, quand on est en vidéo, on a souvent trop de lumière. Il faut qu'on réduise la quantité de lumière qui rentre, donc on met des filtres neutres sur nos objectifs. Bon, alors on a bien compris sur le choix de la définition et le choix de la cadence d'acquisition. Ensuite vient le choix du codec, duquel va découler l'échantillonnage couleur, le codage et le format. On parle donc de codec et de compression. C'est un espèce de bloc qu'on doit choisir à ce moment-là. Finalement, Aurélie, quel type de format à ce niveau-là on choisit en fonction des différents types de projets qu'on peut être amené à réaliser en vidéo? Mais tu viens de le dire exactement. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais format. C'est en fonction de ce qu'on va faire, on va choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que, comme je le disais, sur du documentaire à l'étranger, sur des événements, on va choisir un format plus léger. Le H265 est un excellent format. Le H264 était la norme il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est obsolète, donc il n'y a plus de raison de s'en servir, autant faire du H265. Et ensuite, si on fait des tournages plus courts à la journée, où on va vraiment chercher la qualité maxi, et où on n'a pas de contrainte de volume de fichiers, et ben là, on va les tourner en ProRes ou en RAW d'un propriétaire ou un autre. Oui. Alors, on est quand même dans un podcast audio. Il y a un format dont on n'a pas parlé, c'est l'audio. Est-ce que tu y prêtes la moindre attention ou est-ce que c'est pas nécessaire? Alors, on sait aujourd'hui que sur Internet, 90% des vidéos sont regardées en muette, alors que beaucoup de gens écoutent des podcasts, mais c'est le paradoxe. C'est vrai ce que tu dis là? Et oui. Et quand tu fais semblant de travailler et que tu es sur ton téléphone ou à côté d'autres gens dans le métro ou je ne sais quoi, en fait, la plupart des vidéos sont regardées en muette. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des sous-titres, pour que l'info orale passe quand même. Mais c'est pas une raison du tout pour négliger le son, parce que ça apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Donc, effectivement, on va utiliser des micros additionnels à ceux de la caméra. Alors, ceux en interne, aujourd'hui, sont très qualitatifs. Hein. Moi, il y a des tournages dans lesquels il faut vraiment que je sois en config minimale. Donc là, je fais tout avec le micro interne. Mais sinon, c'est bien de se mettre un petit micro canon sur le porte-griffe ou un micro cravate, HF ou pas, sur les personnes qu'on interviewe. Aurélie, j'ai une question très terre-à-terre. Là, je reviens un tout petit peu à l'image. Est-ce qu'on a vraiment une réelle différence de qualité quand on enregistre en 4.2.0 8 bits versus un 4.2.2 10 bits? Est-ce que c'est obvious? Oui, dans la richesse des couleurs, entre le 8 et le 10 bits, on voit la différence. Et tout à l'heure, tu parlais du poids des fichiers. Si on fait un poids léger comme le H265, ça vaut vraiment le coup de passer en 10 bits plutôt qu'en 8. Tout à l'heure, tu as utilisé en relation avec le poids des fichiers un mot magique qu'on n'a pas expliqué, le mot proxy. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors proxy, donc ça veut dire version allégée. C'est-à-dire que si nos logiciels ne sont pas capables de monter des fichiers avec des débits pareils, eh bien, on va avoir une version compressée, donc plus petite en taille et en débit, qui va être facile à lire pour nos logiciels de montage. Donc en fait, on va monter avec ces versions qui ne sont pas très jolies à voir. Et puis une fois que notre montage est terminé, eh bien, on va remplacer ces fichiers de travail par le fichier original. Et on n'aura plus que l'export à faire, donc même si notre ordinateur rame un peu et que c'est un peu long, eh ben, c'est pas très grave.
Et il y a pas mal de caméras aujourd'hui qui génèrent les proxys en parallèle du fichier haut de gamme directement au moment de la prise de vue. Donc on n'a pas besoin de les faire en post-prod après dans nos logiciels. Ce qui augmente d'autant plus encore les débits et les flux de ces caméras, quoi. Parce que même si c'est plus léger, et des cartes. Ouais, c'est ça, quoi. Non, c'est impressionnant. Moi, je viens de la vieille école, hein, ça fait 20 ans que je fais de la vidéo. Et pour moi, les révolutions vraiment qu'on a eues ces dernières années, c'est la miniaturisation des supports qui gagnent sans cesse en débit et en capacité. Et puis l'autre, je dirais, c'est la même chose pour les batteries, qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus performantes. Et c'est tout ça qui nous permet d'avoir des caméras qui sont toutes petites, légère et ultra performante, et c'est vraiment un énorme progrès dans la vidéo ces dernières années. Oui, mais c'est des caméras qui peuvent aussi avoir des limitations. Si on met tous les curseurs à fond, on a des durées d'enregistrement des séquences qui peuvent être un petit peu limitées. On a les boîtiers qui peuvent chauffer et se mettre en rideau. Les choses évoluent dans le bon sens sur ces aspects-là, ou c'est encore très contraignant de mettre tous les curseurs à fond sur un hybride moderne? Et précisons qu'il y a des marques qui ont recours à des systèmes de ventilation. Oui. C'est pas le cas de Nikon, qui a choisi d'implémenter la Leica dans ses boîtiers, mais qui ne dispose pas en tout cas d'un ventilateur à proprement parler. Et ça fonctionne quand même? Oui, et d'ailleurs, c'est assez agréable parce que ces ventilateurs, ça fait des caméras qui sont longues à se mettre en place, etc. On n'a pas la même réactivité à l'allumage et à l'enregistrement. Et eux, en fait, c'est sur la matière, c'est le matériau du boîtier qui permet une bonne dispersion. Et en toute honnêteté, moi, j'ai eu des cartes qui chauffaient, mais pas de boîtier. Mais bon, après, moi, je suis souvent en environnement froid. Et mes soucis de cartes qui chauffaient, je les ai eus en Toscane au mois de juin, à un tournage où il faisait extrêmement chaud. Et puis depuis, on sait que SanDisk Pro vient d'annoncer une nouvelle CF Express avec des débits plus élevés. Donc encore une fois, en fait, c'est toute la chaîne qui doit être cohérente. Et puis, quand nos appareils de prise de vue deviennent plus performants, les cartes, les disques durs suivent, et puis nos logiciels aussi qui suivent les évolutions. Donc c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que rien n'est figé. On s'équipe aujourd'hui et le matériel évolue avec nous. C'est pas on achète quelque chose aujourd'hui pour les 5 ans à venir, et que ce soit nos caméras. Alors elles évoluent avec l'évolution des firmware qui se mettent à jour continuellement. On n'a plus d'obturateurs mécaniques, donc en fait elles ne vieillissent plus physiquement. Donc ça, c'est déjà rassurant. Et puis là, tu parles des Z8 et logiciels... Z9 en particulier. Parce que oui, c'est ceux que je connais le plus. Ouais. Bien sûr. mais c'est pareil avec Adobe Premiere Pro que j'utilise aussi. On a des mises à jour puisque c'est un logiciel qui est sur abonnement et non pas en achat. Et donc, notre matériel suit les évolutions de la vidéo, et c'est bien parce que ça évolue très vite. Finalement, il y a 3 manières d'enregistrer des séquences vidéo sur un hybride. Alors, ça dépend évidemment des modèles et des options. Alors, il y a l'enregistrement interne sur la carte mémoire, comme tu l'as évoqué. Certains modèles permettent d'enregistrer directement sur des disques durs connectés en USB-C. Et ça, c'est pas mal parce que c'est moins cher. Sur l'appareil. Le S5X notamment, S5 2X. Ouais. Et puis, il y a aussi l'enregistrement via la sortie HDMI et l'utilisation d'un accessoire onéreux qui s'appelle un enregistreur externe. Il y a quelques années, on ne parlait que de ça. Sur les hybrides, j'ai l'impression que beaucoup moins maintenant. Pour moi, ça fait plus de sens aujourd'hui puisqu'on a des meilleurs... vu ce qu'on a en interne sur carte, je vois pas ce que ça nous apporte d'avoir un Atomos sur le dessus, à part s'encombrer de quelque chose de plus lourd, alors que l'intérêt de ces hybrides, c'est justement d'avoir des caméras compactes et légères. Bon, après, il y en a qui aiment bien impressionner leurs clients avec du matériel volumineux, mais je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que c'était pas forcément ça qui faisait la qualité. Mais alors, question naïve, très rapide, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un simple enregistrement en log, en flat, et pas recourir à du RAW, du coup, et se passer d'un enregistreur externe? Est-ce que ça peut suffire à récupérer suffisamment d'infos et faire des vidéos de bonne qualité? Battle, RAW versus log. Il y a toujours des battles. Après, alors juste pour expliquer, le log, en fait, c'est un format qui est désaturé et décontrasté, donc qui nous
offrent en fait la plus large plage dynamique possible pour un retraitement en post-production. Parce qu'en vidéo, l'étalonnage est indispensable, puisque autant la photo, c'est une image qui raconte une histoire, en vidéo, c'est une succession de plans les uns à la suite des autres. Et du coup, il faut que le passage d'un plan à l'autre soit fluide. Donc, il faut uniformiser les couleurs et la luminosité. Donc déjà, avant de donner une teinte artistique, l'idée, c'est d'uniformiser les plans entre eux. Donc ça, c'est vraiment la base de l'étalonnage. Et effectivement, plus on a de plage dynamique, plus on a de latitude de travail derrière. Mais après, on n'est pas obligé non plus, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de passer des heures à faire de l'étalonnage, comme vous aimez peut-être pas forcément passer des heures à traiter vos photos, eh ben, vous pouvez utiliser les modes de ton intégrés aux appareils. Il y en a qui sont très bien. Et moi, je fais beaucoup de tournages avec le mode neutre dans les Nikon qui correspond qui est très proche de l'image que je veux avoir au final. Plus naturel. Et qui me permet, voilà. Et notamment quand on travaille sur des événements, on n'a pas le temps de faire de l'étalonnage poussé parce qu'il faut livrer extrêmement rapidement. Donc c'est bien d'avoir dès la captation une image qui est proche de ce qu'on veut avoir au final. Eh ben, c'est rassurant d'entendre ça parce que souvent l'impression que c'est propre, enfin qu'il y a deux écoles en gros. Il y a ceux qui vont faire du flat et qui sont les vrais entre guillemets, et puis les autres. Donc c'est rassurant d'entendre ça. Mais c'est comme pour le RAW et le JPEG. Je connais des très bons photographes pro qui disent moi je suis capable de gérer mon expo et mes couleurs, donc je peux faire du JPEG. Tout à fait. Et c'est un peu pareil en vidéo. Faut pas se perdre avec la technique, je trouve. L'intérêt d'une vidéo, c'est pas son étalonnage, même si certes ça apporte quelque chose, mais l'intérêt c'est quand même ce qu'on raconte avec. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser avant tout. Alors pour terminer, on va entrer un petit peu plus dans des cas concrets de configuration pour différents types de projets vidéo. Et on va commencer par de la fiction en court métrage pour par exemple la prochaine édition du Nikon Film Festival sur le thème du feu qui sera cette année présidé par, accrochez-vous bien, Quentin Dupieux. Coup de bol, Nikon donne quelques recommandations sur les types de fichiers qu'il a besoin pour participer. Et on vous propose d'écouter Alexandre Dino, le Digital Content Manager de Nikon France, en charge de l'événement, qui va nous expliquer tout ça. Les règles techniques, en tout cas, elles sont assez simples. C'est à l'image du festival, là aussi, c'est assez libre, puisqu'à part une contrainte de résolution minimum pour le film, mais ça va de soi, c'est du 1080p, donc c'est relativement standard, quoi. Il faut limite le faire maintenant pour envoyer un film en dessous de cette qualité-là. Mais en fait, le reste, c'est assez libre, mais on se permet, nous, de partager pas mal de recommandations plutôt par rapport à la suite du festival. C'est-à-dire que la diffusion web, elle implique pas mal de liberté par rapport au format, le ratio d'image et même les codecs. Par contre, une fois qu'on passe les étapes du festival, on arrive en salle de cinéma, on arrive aussi sur un fichier DCP notamment. Et donc là, on guide un peu aussi les équipes pour qu'elles puissent, dès le départ, faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. Et c'est souvent ce qui fait la différence aussi par rapport à la sélection, notamment, c'est l'étape sur grand écran, où là, on voit clairement ceux qui avaient prévu. Et donc, c'est une bonne chose à nous maintenant de faire passer le message, d'expliquer comment on fait ça et comment on se prépare, quelles sont les recommandations techniques pour le passage en DCP. Notamment, on insiste énormément sur le framerate, donc les fameuses 24 images par seconde, parce que de plus en plus, on reçoit sur les milliers de films qu'on reçoit, on reçoit un peu tout ce qui existe sur le marché. Et même des choses un peu originales parce qu'il y a des gens c'est un vrai laboratoire le festival, donc il y a des gens qui tentent des choses. Mais nous, par exemple, on recommande le 24 images par seconde tout simplement parce que quand on prépare une projection en salle, on va uniformiser le fichier. Donc voilà, on insiste sur l'uniformisation pardon, de cette partie-là, du son aussi. On a les codecs forcément qui sont recommandés. Le fichier, pour faire très très simple et très rapide, par exemple, on recommande dès le départ d'avoir et de préparer un fichier en 4.2.2. Voilà.
parce que c'est le format le ProRes 4.2.2 qui permet de facilement ensuite nous enchaîner avec la deuxième étape du festival. Aurélie, pour avoir du 422, 422, 24p ProRes en sortie, il faut évidemment à minima avoir ça en entrée. Oui, idéalement, oui, non, c'est sûr. Plus la qualité d'entrée est bonne, encore une fois, il faut que toute la chaîne soit cohérente de la captation à la diffusion. Et tout à l'heure, quand on parlait des cadences, on s'est arrêté sur le 25-30 qui sont les cadences propres à la vidéo. Mais effectivement, le cinéma, lui, est en 24 depuis pas mal de temps. Il était à 18 images au tout début. Oui, pourquoi on s'est pas arrêté à 18 ? C'est le maximum qui est capté par l'œil humain. Pourquoi on s'est pas arrêté là ? On avait quand même une petite saccade quand on regarde des films d'il y a un siècle maintenant. L'œil arrive vaguement à percevoir la différence d'une image à l'autre. En tout cas, ça doit fatiguer un peu plus la vue, donc c'est pour ça qu'on est monté au-dessus. Alors Aurélie, c'est quoi, si jamais il y a, les 5 questions à systématiquement peut-être se poser avant de choisir son format d'enregistrement vidéo ? Alors, 5, c'est juste par peut-être beaucoup. rapport à... Oui, déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas un format. C'est-à-dire qu'au cours du tournage, on va changer. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la 8K, je disais, moi je fais les interviews en 8K, comme ça me permet de recadrer avec une qualité d'image optimale. Mais ensuite, je vais filmer de l'action. Donc là, je vais être en 4K ou enfin Ultra HD à 120 images par seconde pour avoir les meilleurs ralentis. Et puis après, je vais filmer du lifestyle, la personne qui bouge, etc. Et là, j'aime bien être en 60 images par seconde parce que ça me permet de bénéficier d'une meilleure stabilisation. Et le pouvoir de ralentir un peu, ça a un côté un peu poétique, ça magnifie un petit peu les personnes qu'on filme. Donc au sein du tournage, on n'arrête pas de changer, mais ce qui est facile en fait, c'est des accès rapides dans les menus et on change rapidement. Par contre, ce qu'il faut choisir en amont, c'est son codec. C'est est-ce qu'on fait du H265 ou est-ce qu'on fait du ProRes, parce que ça se mélange pas forcément très bien. Est-ce qu'on fait du log ou est-ce qu'on prend un picture profile standard? Ça aussi, c'est des choses qu'il vaut mieux choisir en amont pour l'uniformisation de notre rendu. Donc les 5 questions, j'aurais envie de dire, c'est est-ce que c'est un tournage à la journée ou long? Donc qui va impliquer est-ce qu'on peut avoir le volume maxi de fichiers ou est-ce qu'il faut se restreindre? Donc là, déjà, ça va définir ProRes NRAW ou H265. Et puis ensuite, se dire voilà, quel profil colorimétrique je veux, est-ce que j'ai envie de faire de l'étalonnage ou pas. Et puis ensuite, à l'intérieur de tout ça, on va varier les tailles d'image et cadences. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ça répond parfaitement à ma question et je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion pour cette émission. J'aimerais juste rajouter un truc parce que je sais que la vidéo fait peur, etc. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'accessoires pour faire de la vidéo, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Quand on tournait avec des DSLR, c'était difficile de faire la mise au point puisqu'il fallait garder le miroir, le relevé, voilà, avec les réflexes. Il y a beaucoup de termes aussi anglais en vidéo. Pardon, ouais. Et du coup, il fallait avoir... moi, j'utilisais une visée Zacuto que je mettais sur le moniteur pour mieux voir. Ça, ouais. Voilà, il y a des gens qui utilisaient des follow focus. Alors les moi, fameux rigs contre-emballés. Mais voilà, en fait, trucs. on avait des tout petits boîtiers qui étaient encombrés de tout un tas d'accessoires. Et aujourd'hui, vraiment, les boîtiers se suffisent à eux-mêmes. Ils ont une stabilisation qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un gimbal. Ils ont même un micro interne qui est correct, même si c'est toujours mieux d'avoir... Le micro-canon reste peut-être l'accessoire unique à utiliser. Mais pour le reste, follow focus ne fait aucun sens dans la mesure où l'autofocus c'est bien meilleur que nous. Donc l'enregistreur externe non plus, puisqu'on voit tous les formats qu'on a en interne. Donc déjà, dans l'accessoirisation de son boîtier, on est vraiment minimaliste aujourd'hui. Et puis dans les logiciels... alors, si on veut faire du montage poussé, qu'on va dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro, il faut un apprentissage, mais ils viennent par exemple de sortir la version Express qui est hyper simpliste et c'est ça que doit être le montage aussi. Ça doit pas être de la pure technique, ça doit être de la narration.
L'essentiel du travail, c'est de choisir à l'intérieur des plans les quelques secondes qui font sens et les assembler les unes à la suite des autres pour raconter une histoire. Ça, ce sera le sujet d'une toute autre émission. Mais tu seras la bienvenue. Avec plaisir. Mais voilà, juste pour dire, la vidéo devient de plus en plus simple. Vraiment, ça se simplifie énormément à la prise de vue et au montage. Donc, il ne faut pas que la technique soit un frein encore aujourd'hui. Bon. Eh ben, écoute, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Aurélie. Moi, personnellement, j'ai absolument tout compris. Et contrairement à ce qu'on a pu dire en début d'émission, ce sujet n'est absolument pas austère, bien au contraire, quand il est bien expliqué. Et c'est ce que tu nous as fait, Aurélie. Merci infiniment. Merci à vous. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour notre grande émission dédiée au format vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Aurélie, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Ma première question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choix dans les formats vidéo ? Alors, il y a différents choix, déjà parce que c'est des choses qui évoluent continuellement pour progresser dans le meilleur rapport qualité d'image et poids de fichier, donc pour progresser toujours là-dedans. Et puis parce qu'en fonction de son tournage, on va choisir l'un ou l'autre. Il n'y a pas de bon ou mauvais format, mais il y a celui qui est adapté à ce qu'on fait ce jour-là. Quelles sont les différentes informations que l'on retrouve dans un format vidéo ? Alors, on va déjà parler de la taille de notre image, son ratio, sa cadence, et puis ensuite le conteneur, donc qui est le point move, etc. qu'on voit, à l'intérieur duquel on va avoir différents codecs, donc compression, décompression, qui vont nous permettre de compresser le signal pour l'enregistrer sur un support. Et c'est là où on va parler aussi d'échantillonnage avec les 444, K2.2, etc. pour voir comment on réduit le nombre d'informations. Et enfin, c'est ça qui implique aussi les débits de fichiers en mégabits par seconde. Et une autre donnée qui, elle, est en bits, c'est le nombre d'informations de couleurs. Donc on parle souvent de 8, 10 ou 12 bits. Et concernant la définition, est-ce que tu es comme Stéphane Couchou, qu'on a entendu dans le courant de l'émission, qui va toujours prendre la définition maximale que lui autorise son boîtier ? Non, pas forcément, parce que, alors on a abordé la 8K. La 8K, ça a des intérêts en captation, notamment pour se donner plusieurs échelles de plan. Donc, par exemple, pour recadrer une interview, ce qui permet de la couper de manière plus dynamique. Ensuite, ça a des limites aussi, c'est-à-dire que plus la taille est grande, on n'a pas forcément accès à toutes les cadences, donc à toutes les vitesses de prise de vue. Donc, à ce moment-là, moi, je vais plutôt faire de l'Ultra HD, qui est 4 fois plus petite que la 8K, mais 4 fois plus grande que la HD, et qui me permet de monter aux cadences maximales jusqu'à 120 images par seconde. Prolongement de cette question, est-ce que tu vas être plutôt en all intra ou en long? Alors ça dépend, en fait. Et du coup, tu peux peut-être expliquer au passage de quoi il s'agit. Alors ça, c'est vraiment quand on est dans le codec. L'enjeu, c'est donc de réduire la taille des informations pour pouvoir les enregistrer sur carte. All intra, ça veut dire que toutes les informations de l'image sont codées image par image, à chaque image, c'est-à-dire 25 fois par seconde ou plus si on monte en cadence. Alors que les formats en long op, donc c'est ce qu'on appelle de l'interimage, pour réduire le fichier, on va enregistrer toutes les informations, mais tous les temps d'image. C'est-à-dire si on a un ciel bleu et un oiseau qui passe, on enregistre une bonne fois pour tout l'ensemble, et ensuite on enregistre que ce qui change, c'est-à-dire le vol de l'oiseau. Par contre, au moment de la relecture, on veut voir l'oiseau sur le fond bleu. Donc c'est là où il faut des ordinateurs avec de la ressource parce que cette phase de décompression demande pas mal de ressources matérielles. Aurélie, H264 ou H265 ? Alors le H264, c'était la norme il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui c'est un format qui est un peu obsolète, puisque, comme je le dis toujours, on n'arrête pas de progresser en fait dans le rapport entre la qualité du fichier et son poids. Donc aujourd'hui c'est le H265 qui est la norme, et c'est bien qu'il y ait une norme en fait
qui est commun à la plupart des boîtiers et surtout pour nos ordinateurs. C'est-à-dire que si on exporte un fichier pour lequel on veut qu'il soit vu sur Mac, PC, posté sur des réseaux sociaux, lu un peu partout, eh bien on va choisir du H265. Parlons un peu de cadence d'acquisition. Maintenant, 24, 25, 30p ou plus, et pourquoi faire? Alors le 24 historiquement c'est le format du cinéma, le 25 c'est la télé en Europe où notre courant est de 50 Hz et le 30 c'est le format Amérique du Nord, Asie où leur courant est essentiellement à 60 Hz. En fait c'est comme ça qu'ont été faits ces différentes cadences et aujourd'hui, en fait, ça va dépendre de quelle est la finalité de notre vidéo, où elle sera diffusée. Si on veut la diffuser au cinéma, comme pour le Nikon Film Festival, on va privilégier du 24. Si on fait un projet pour une télé européenne, on va faire du 25. Et si on fait un projet qui est uniquement pour Internet, pourquoi pas faire du 30 dans la mesure où nos caméras sont fabriquées au Japon et nos ordinateurs et Internet aux États-Unis. Est-ce qu'il vaut pas mieux faire du 50 ou du 60 quitte à rebasculer derrière en 25 et en 30? Si, bien sûr. C'est-à-dire que là, les cadences dont je parle, c'est les cadences de diffusion. Mais à la captation, si on peut monter au-dessus, évidemment, il faut le faire. Puisque déjà, on aura une meilleure fluidité quand même de notre image. Et puis, si on veut faire des ralentis, on en aura la possibilité. Et maintenant que nos caméras montent en cadence en enregistrant le son, il n'y a plus d'inconvénient à tourner dans ces hautes cadences, puisque on n'a pas de choix à faire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, et même avec des caméras beaucoup plus chères que celles dont on parle, il fallait faire le choix. Ouais. Oui, tu parles notamment en 4K 100 images par seconde, ce qui est désormais, enfin 100 images ou 120 images par seconde. Voilà, qui permet de faire des ralentis 4 fois. Donc, par exemple, sur du sport, on perçoit vraiment le détail de ce qui se passe, un envol d'un oiseau dans l'animalier. Enfin, monter en cadence a beaucoup d'intérêt, oui. Aurélie, est-ce que le RAW en vidéo, c'est quelque chose de raisonnable? Alors, on peut dire la même chose qu'en photo, en fait, si on sait non. gérer son diaph. Si on sait faire son exposition et sa balance, on n'a pas forcément besoin de retoucher son image. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse, par exemple, dans le ProRes RAW chez Nikon ou dans le NRAW, c'est plus d'avoir du 12 bits, donc d'avoir le maximum d'informations de couleurs, que vraiment d'aller retoucher mon expo ou ma balance en post-prod. Mais bon, après, d'autres personnes auront des avis différents. Moi, j'ai pas beaucoup de plaisir à faire de l'étalonnage. J'en fais un peu parce que c'est indispensable d'uniformiser les images entre elles, évidemment, on les améliore un petit peu, mais c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Bon, et quel type de problème ou de galère on peut rencontrer si jamais on se retrouve avec un flux trop important à la prise de vue? Alors, si on choisit des formats avec des débits très importants, on parle depuis tout à l'heure là, du ProRes qui monte à 3000 mégabits par seconde, évidemment, il faut avoir les cartes qui permettent d'enregistrer ces débits, donc les CF Express les plus puissantes qui gèrent des débits pareils, sinon les cartes chauffent. Donc au bout d'un moment, elles deviennent vraiment brûlantes, donc on peut plus s'en servir. Ceci dit, j'ai jamais eu de problème d'altération de fichiers. C'est-à-dire que même si on a des warnings de cartes qui chauffent, j'ai jamais eu de fichiers qui n'étaient pas enregistrés. Mais oui, c'est ça les limites. Alors je sais qu'il y a certains boîtiers qui chauffent aussi. Moi, j'ai pas eu de soucis avec mes Nikon, mais je sais que ça fait partie aussi des soucis. Et puis après, bien évidemment, quand on a des fichiers pareils, il faut aussi pouvoir les lire et les monter. Donc c'est toute la chaîne qui doit aller avec. Et puis là, c'est une émission qui est dédiée au type de format vidéo. Là, tu évoques les CF Express et rappelons juste à nos auditeurs qu'il y a différents types de CF Express. Ne vous trompez pas, il y a les CF Express type B qui iront parfaitement dans les Nikon Z8 ou Z9, mais il y a par exemple des CF Express type A qui sont utilisés dans l'Alpha 7S3 de Sony. Donc, il ne faut pas se tromper. Non, et c'est bien d'avoir un lecteur de cartes avec, parce qu'effectivement, par exemple, sur les événements sur lesquels je travaille, eh bien, on se retrouve avec tout un tas de cartes, et puis aussi à l'intérieur des cartes, différents codecs propres à chaque caméra. Donc c'est bien que tout se mélange sur nos ordinateurs.
Mais c'est bien aussi d'avoir différents lecteurs de cartes pour pas avoir à connecter le boîtier lui-même en USB et donc le monopoliser le temps de la copie. On va en parler de ces choses-là prochainement. Et enfin, Aurélie, pour terminer, est-ce que les proxys sont la solution pour fluidifier la post-production? Alors les proxys, on l'a dit tout à l'heure, c'est des versions allégées de nos fichiers qui nous permettent de faciliter le montage si on a un ordinateur qui rame un petit peu. Moi personnellement, j'en fais pas forcément l'usage. Par exemple, dans Premiere Pro, on peut réduire la définition de nos moniteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher tous les pixels, on en affiche un quart ou un huitième en lecture. Ben ça, déjà, ça facilite énormément le travail des ordinateurs et souvent, ça suffit. Et effectivement, si on a un ordinateur qui n'est pas assez puissant pour faire de la vidéo, eh bien, on peut utiliser les proxys au moment du montage et ensuite, on les remplacera par les fichiers originaux à l'export. Merci beaucoup, Aurélie, pour toutes ces explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Aurélie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, oui. Alors c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Édouard. Mon Canon EOS 5D Mark II fait du Full HD 30p H264. C'est pas un peu léger maintenant pour faire de la vidéo ? Alors, on peut encore faire de la vidéo pour les réseaux sociaux, notamment sur celui sur lequel il a posé la question, puisque le format de diffusion qui reste aujourd'hui en vigueur, c'est toujours de la HD et même pour la télévision. Donc, il gagnera avec des hybrides actuels, mais il peut toujours faire de la vidéo avec son boîtier, bien sûr. Et puis je rappelle au passage que le 5D Mark II est un appareil historique pour les vidéastes, puisque ça a été pas tout à fait le premier réflexe. En tout cas, le premier c'était un Nikon, le D90. Oui, c'était le D90 que j'ai eu. Le premier réflexe 24-36 mm qui a permis de faire de la vidéo et d'apporter au monde des photographes, entre guillemets, l'image cinéma en vidéo. On en a parlé à de nombreuses reprises au cours de diverses émissions. Exactement. Voilà, Et ça a été vraiment une révolution, puisqu'on a obtenu un look cinématographique dans des vidéos à petit budget. Ouais. Et ça, c'était vraiment génial, parce qu'avant, on n'avait que nos caméscopes avec des petits capteurs qui faisaient une image qui était quand même pas très excitante. C'est vrai. Allez, on continue. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Julien. La Phantom Flex 4K GS fait du 4K à 938 images par seconde. Quand est-ce que l'on va voir arriver ces formats sur nos petits hybrides ? Je pense pas forcément qu'on aille sur des débits, enfin des cadences aussi extrêmes. C'est comme avec les fantômes, là c'est vraiment des caméras spécifiques pour faire de l'ultra ralenti. Mais c'est intéressant puisque la frontière entre image fixe et image animée vraiment se réduit, puisqu'on a de l'image fixe qui bouge un tout petit peu. Et ça fait des rendus qui sont pas toujours évidents à utiliser au sein d'un montage, mais qui, utilisés seuls, sont vraiment chouettes. Et puis déjà, quand on peut voir les slow motion qu'on arrive à faire avec des 180 images par seconde ou autre, on se dit que ça peut quand même suffire, non ? En fait, c'est rare, ouais. Même si on a des caméras qui tournent au-dessus à 240, etc., finalement, c'est rare qu'on utilise à ce point au ralenti. Ou alors, on va ralentir vraiment un tout petit extrait de l'action, mais pas l'action entière, puisque la patience de nos spectateurs étant de plus en plus réduite, on ne peut pas se permettre d'avoir des plans trop longs. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Aurélie. Et Aurélie te demande quel est le meilleur logiciel de montage pour gérer de manière fluide des fichiers vidéo en 4K ? Est-ce que c'est Premiere ? Est-ce que c'est DaVinci ?
Est-ce que c'est Final Cut ou est-ce que c'est Vegas? Alors, il y a différents logiciels et c'est très bien. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser Premiere Pro pour des fonctions qu'il a, notamment celles de montage collaboratif et qui est hybride Mac-PC. Donc, ça permet en équipe de ne pas se restreindre par rapport à ça. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est vraiment elle en fonction de celui avec lequel elle se sent à l'aise, puisque c'est jamais qu'un outil. En fait, c'est comme si on écrit, est-ce qu'un stylo Bic ou Montblanc fait la différence? Ah, j'ai été trop longue. On va finir ta phrase quand même. Mais ce qui compte, c'est vraiment... l'essentiel, c'est de mettre les plans les uns à la suite des autres. Donc, il faut qu'elle aille voir ce avec quoi elle se sent à l'aise. Moi, pour ma part, c'est Premiere Pro. Mais il y a même qu'elle essaye Adobe Express, qui est une version beaucoup plus simple aujourd'hui en ligne et qui permet de s'affranchir de toute cette technique. Allez, on continue. 4e question qui nous vient d'un dénommé Brice. L'iPhone Pro 15 fait du 4K 60p ProRes. Est-ce que c'est pas un peu overkill pour des stories Insta? Alors, il faut pas oublier que ces appareils, ils indiquent des chiffres très élevés. Après, la taille de leurs capteurs et de leurs lentilles font que ça reste de l'image de téléphone, mais qui est très bien à regarder sur téléphone. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces vidéos au final. Quand on les met sur des écrans plus gros, ça tient pas forcément la route. Mais il faut choisir son outil en fonction de ce qu'on veut faire derrière. Magnifique. 5e question qui nous vient d'une dénommée Sarah. Franchement, moi je comprends rien. Et puis de toute façon, je fais des vidéos en stop motion. Le stop motion, ça a du charme aussi. Et oui, on peut faire du stop motion, on peut faire du time-lapse. L'image animée, c'est juste des images les unes à la suite des autres qui recréent le mouvement. Donc, y a pas de... Mais j'ai envie juste de dire, j'espère qu'après l'écoute de ce podcast, la vidéo sera un peu plus limpide et moins austère. On l'espère tous. On va retitrer l'émission. Les formats moins austères. Je pense qu'on peut m'appeler moi-même Aurélie Austère. Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Aurélie, selon toi, dans 5 ans, quels seront les modes vidéo les plus dingues que l'on va pouvoir retrouver sur les hybrides Nikon? Je me demande en fait quelle évolution on va encore pouvoir avoir. J'avais fait une conférence au Satis justement l'an dernier sur le sujet où on réfléchissait tous ensemble à vers quoi on va, puisqu'on a vu qu'on va pas forcément vers des plus grandes tailles d'images. En cadence, on est déjà très haut. Peut-être que c'est les débits, la qualité qui va encore continuer à croître, mais on est arrivé à un tel point aujourd'hui que c'est difficile de se dire qu'on va encore progresser. Le son aussi quand même. Je trouve que c'est un gros sujet en captation. Tu parlais des micros intégrés des appareils, mais de là à dire qu'ils sont satisfaisants, bon, pour une interview, il y a encore... Oui, pas pour de l'interview, pour le son d'ambiance. Par exemple, moi, quand je suis en escalade, en falaise, je peux pas avoir de micro. Donc là, je me satisfais du son et honnêtement, ça fait le job. Et puis, aujourd'hui, les entrées sont à 24 bits. Donc, on est aussi supérieur à ce que faisait le XLR. Donc, on progresse aussi là-dessus. Mais honnêtement, ces dernières années, j'ai envie de dire même ces 5 ans, les hybrides, ils ont progressé à une vitesse époustouflante. Et on est arrivé à un point aujourd'hui où ça va être difficile d'aller au-delà. Et même lors de cette conférence, j'avais quelqu'un d'EcoProd qui disait que même avec la raréfaction des matières premières, peut-être qu'on ne va pas continuer à progresser parce qu'on va manquer de conducteurs, etc. Donc, je sais pas, on verra dans ces années, j'espère que la progression va continuer. Et d'où l'intérêt des hybrides et des mises à jour de firmware qui vont éviter de reconstruire potentiellement d'autres boîtiers ou l'abandon de l'obturation électronique qui va faire que des produits vont perdurer et qu'on va pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Exactement, quand on achète un appareil aujourd'hui, on sait qu'on va le garder pas mal de temps. Oui. Allez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup Aurélie. Merci.
Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Aurélie, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir rendu ce monde des formats vidéo absolument pas austère. Tu as relevé ce défi avec brio et nous a expliqué avec énormément de douceur et de pédagogie tous ces termes techniques qui peuvent sembler un peu compliqués au premier abord, mais qui ne le sont pas tant que ça finalement. Merci infiniment Aurélie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On te retrouve donc au Satis, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais nous partager? Oui, aujourd'hui et demain, jeudi et vendredi, je suis à Bourg-Saint-Maurice, à l'Explore Alpes Film Festival, qui crée un content market, qui est une initiative que je trouve super intéressante pour réunir les réalisateurs, alors principalement de films outdoor, avec les distributeurs. Et là, pour une première édition, ils ont réussi à faire venir Ushuaïa et France 3. Donc c'est très bien. Donc je vais animer deux tables rondes et je m'en réjouis. Et puis juste après, je pars à Paris pour démarrer ce que je trouve une initiative assez game changer de la part d'OBS, qui est la société qui filme les Jeux Olympiques, et avec qui je vais former et recruter une équipe de caméra women pour les JO de Paris. Donc, sachant qu'aux dernières éditions des JO, j'avais croisé 2 autres caméra women, mais sinon j'étais toute seule dans la horde de caméramen. Donc, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment une vraie chance pour les jeunes femmes d'aujourd'hui et qui montre qu'on va dans le bon sens. Et c'est toi... Pardon, on va suivre ça en fil rouge du coup. Et c'est toi qui les recrutes du coup? Alors est-ce qu'on peut faire un appel à candidature ou tout est déjà plié? OBS a fait un appel à candidature qui est déjà clos. En fait, on a eu beaucoup de candidates de toute la planète qui voulaient venir participer à ce programme. Et là, ce samedi, je commence à les former. Et puis, parmi celles qu'on va former, on va recruter celles qui feront les interviews des athlètes pendant les Jeux Olympiques. C'est le top chef de la caméra. Génial. On va essayer d'être plus sympa. Bon, en tout cas, une nouvelle fois, merci Aurélie. Et puis, il y a de grandes chances que l'on te recroise une nouvelle fois dans le podcast avant la fin de la saison. On vous en dira plus très bientôt. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. À très bientôt. La semaine prochaine, on s'intéresse aux couleurs. Les couleurs réelles, les couleurs enregistrées par le capteur de notre appareil et les couleurs affichées sur nos écrans. Pour aborder tous ces aspects, parler photométrie, physique de la lumière, matrice de Bayer, balance des blancs, espace couleur et gestion des couleurs, nous aurons le plaisir de recevoir le journaliste photographe spécialisé Patrick Lévesque et l'auteur Jean Delmas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo, de la vidéo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.